Martinique Actualité. Bonjour téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk Télévision. Nous allons recevoir Philippe Petit, candidat sous la 4e circonscription du Sud aux prochaines élections législatives. Bonjour Philippe Petit. Bonjour Monsieur Paolo. Donc on va pas faire comme si on se connaît pas. Ça c'est moi pas aimé faire ma cacouille. On se connaît depuis très longtemps. Donc je vais t'appeler Philippe et tu peux m'appeler Carl naturellement. Je vais te demander dans un premier temps de te présenter rapidement. Tu es pharmacien, tu es connu, ce n'est pas la première fois que tu te présentes à des élections. Tu étais candidat aux élections territoriales. Une rapide présentation. Bon, d'abord, Carl, puisqu'il n'y a pas de faux semblant, merci de m'avoir invité en tant que, alors je ne sais pas si c'est amateur éclairé, mais peu importe, et merci à Zouk TV donc de m'inviter, de participer à la vie locale et qui en l'occurrence devient nationale puisqu'il s'agit d'une élection nationale. Bon, je suis pharmacien retraité depuis maintenant 3 ans et j'ai un de mes fils qui a pris la succession. J'ai été président de club de football pendant 20 ans, qui est une de mes passions, le foot. Et puis, j'ai essayé donc encadrer des jeunes. Et puis, j'ai essayé de faire de l'entrepreneuriat tout au long de ma vie. Et disons, de me rendre actif, parce que je suis plutôt une personne, quand elle s'engage jusqu'au bout. Et quand elle a sa mission, elle va jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, ma mission, c'était à double titre, en tant que président de l'UDI, de présenter des candidats. Nous présentons des candidats, puisque nous avons 3 candidats sur les 3 circonscriptions autres que le Sud, et puis moi-même de maintenir mon appareil politique que j'avais créé en 92 sous le nom de MLM, et qui maintenant s'appelle UDEM, Union des démocrates et écologistes de Martinique, mais qui a le même fond d'ouverture d'esprit, de tolérance et d'ouverture sur l'Europe que représente une chance pour nous les Antilles françaises. Merci pour ta réponse. Alors, puisque tu présides la fédération UDI de Martinique, c'est un mouvement national qui a soutenu et qui a participé au gouvernement de M. Macron. Non. Enfin, continue, mais il y a une petite... vas-y, il y a un petit bémol que je vais apporter. Est-ce que, donc, il m'a semblé qu'il le soutenait peu ou prou. Est-ce que tu te sens un peu comptable de la précédente législature et donc la politique menée à ce jour par le président de la République, ou est-ce que tu as un point de vue qui est sur certains aspects divergent? Alors, soyons bien clairs, parce que c'est toujours dans la nébuleuse centriste, on ne sait jamais qui fait quoi. L'UDI s'est associé avec les LR, qui ont été une formation d'opposition à M. Macron. C'est pour ça que l'UDI soutenait Valérie Pécresse. D'accord. On est bien d'accord. On est d'accord. C'est-à-dire que l'UDI n'était pas derrière M. Macron. Certainement pas. Pour différentes raisons. On est d'accord. Bon. La deuxième chose, c'est qu'au deuxième tour des présidentielles, entre un vote dit d'extrême droite, qui est Le Pen, et un vote Macron, qui était celui qu'il était, peu importe, avec une certaine ouverture sur le monde, l'Europe, ou la démocratie tout simplement, ou la perception humaine, le choix s'est fait, bien que nous ne soyons pas d'accord avec M. Macron, de 2 mots, choisir selon nous le moindre. D'accord? Voilà, pour ce qui est de l'UDI. Donc, à la date d'aujourd'hui, si je me présente dans le Sud et notre formation, il y a des gens qui sont soutenus, je n'ai pas encore leur nom, il y a des gens qui sont soutenus par, je crois que leur maison commune s'appelle maintenant Ensemble, et que dans Ensemble, il y a la République en marche, le MoDem, d'autres formations politiques. Donc, on est a priori, si je devais siéger, je siégerais au niveau de l'UDI, qui siégerait dans un bloc avec les Républicains. Très bien. Alors, lors des dernières élections territoriales, donc, qui sont récentes, juin 2021, tu patrouilles une liste
Oui. Et cette liste avait fait un score relativement modeste Tout à fait. sur la Martinique. Alors, est-ce que par rapport à tu considères que c'était un accident? Et qu'est-ce qui te conduit à penser aujourd'hui que ta candidature, comme celle des 3 autres femmes qui se présentent sur les autres circonscriptions, mais qu'on va recevoir, bon, c'est ce qui te permet de penser que les choses se passeront différemment? Alors, mon but, ce n'est pas forcément le résultat. Mon but, c'est l'action. Et en ayant présenté une liste à la CTM, quand il y avait à la fois Yann Monplaisir, Ralph Monplaisir, Philippe Joc, Béatrice Bellet, Max Orville, on savait très bien que le résultat serait dilué, puisqu'on n'avait pas fait de rassemblement, comme on fait Grand Assemblée dit des indépendantistes, ou Alliance Martinique dit des autonomistes. Donc, on savait très bien que le résultat était Tu laisses voué. PIA de côté. Et PIA, et puis l'autre, la Martinique ensemble, de Concorde, de Madame Concorde, de Madame la sénatrice et de Monsieur le député Nilor au PIA, je les laisse ensemble, c'est-à-dire que, a priori, eux-mêmes avaient, peut-être pas la Martinique ensemble qui se lançait, mais qui est issue du PPM, donc qui forcément avait une philosophie, elle a récupéré les voix du PPM, et Alliance Martinique, Jean-Philippe Nilor est le fils d'Alfred Marie-Jeanne. Donc, ça veut dire qu'il récupérait des voix du MIM. Donc, c'était par rapport à ça. Bon. Donc, du coup, nous savions que c'était voué, effectivement, pas à la réussite. Ça, c'est sûr. Par contre, ce qui m'a été plaisant, c'est de pouvoir découvrir des dames qui aujourd'hui sont candidates aux législatives. Donc, on a fait œuvre de pédagogie. Alors, elles vont se lancer, c'est peut-être... Et de renouvellement, parce que et de renouvellement dans le paysage. Et puis, je rappelle toujours que comme nous sommes dans la Constitution française, l'article 4 de la Constitution française parle bien de l'organisation de la vie politique autour des partis politiques. Ça veut dire que s'il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'élection. Donc, il fallait nécessairement qu'on représente notre sensibilité centriste et appuyé par l'UDI, mais je l'ai fait aussi parce qu'effectivement nous avons un partenariat, dirons-nous, logistique avec un parti national, ce qui permettait de le faire, parce que je ne me serais pas engagé non plus s'il avait fallu seulement mettre de l'argent pour la gloire. Il fallait quand même qu'on puisse imprimer des bulletins, il fallait quand même qu'on imprime des affiches, il fallait quand même qu'on fasse un corpus d'idées. Donc je suis satisfait malgré tout d'avoir participé à la CTM, à l'élection de la CTM. Alors, tu es candidat sur la circonscription sud. Est-ce que pour toi, cette circonscription est singulière par rapport aux 3 autres? Est-ce que tu lui trouves en dehors de ses caractéristiques géographiques et physiques, est-ce qu'il y a un particularisme et tu seras confronté à un ancien président, un ancien parlementaire, M. Marie-Jeanne, ancien président de la collectivité territoriale, le député sortant, Jean-Philippe Nilor, et donc, outre de me donner ton point de vue sur cette circonscription et de ses principaux enjeux, avant de passer au programme, est-ce que tu peux aussi nous dire quelle est ton appréciation sur l'activité du député Nilor, eu égard à la dernière législature? Alors, la particularité du Sud, c'est très simple. À Rivière-Pilote, on trouve la venue de l'insurrection des anti-esclavagistes. Donc, au départ, il y a un vent de rébellion qui se passe dans le Sud. C'est de là que sont parties les rébellions, la Croix-Coudée, etc., pour monter ensuite vers Fort-de-France, vers le Nord. Donc, il y a traditionnellement une idée de rébellion. Voilà ce que je dirais dans que le Sud serait peut-être plus contestataire. Je ne vais pas dire sauvage, je vais employer le terme plus contestataire dans le Sud. Maintenant, moi, je suis un rebelle à mon niveau, donc je n'ai pas de problème. C'est-à-dire que contre vents et marées, je suis là, qui a doit être que à gauche, m'en là, avec cap dans mon cap. Donc, je peux considérer que je peux participer à cet élan de rébellion du Sud. Bon. Concernant nos parlementaires, je vais même pas les nommer, ils sont connus, je ne vais pas juger leur travail. J'ai toujours dit que c'est une incongruité et une incohérence de se prétendre indépendantiste ou souverainiste d'aller à l'Assemblée nationale. Et que par conséquent, si on y va, c'est pour demander la souveraineté et l'indépendance. Or,
pendant qu'ils ont été députés, que ce soit M. Marie-Jeanne ou que ce soit M. Nilor, on n'a pas demandé de souveraineté nationale, alors qu'il y a des articles dans la loi qui permettraient de le demander ou de demander l'indépendance. Donc, par conséquent, pour moi, ce sont des personnes qui viennent avec une casquette parce qu'il faut tout simplement respecter leurs électeurs et montrer qu'ils sont dans les campagnes, sinon ils perdraient des électeurs si on parle des campagnes nationales. En plus de ça, l'élection législative permet aux partis politiques d'exister financièrement, puisque c'est une loi qui a été votée pour permettre aux partis politiques pendant 5 ans de toucher de l'argent en fonction du nombre de voix. Et la deuxième fraction de l'aide publique, on vous donne, quand vous êtes député, 40 000 € pour le mouvement. Donc chaque année, ce qui veut dire que M. Nilor a touché, par exemple, il va toucher 200 000 € avec PIA. Il a largement de quoi faire des choses, même si effectivement il faut tenir une permanence, des permanents, c'est pareil pour M. Marie-Jeanne à l'époque. Et donc il faut le savoir. C'est pour ça que je me suis toujours demandé, c'est comme par hasard, quand M. Marie-Jeanne s'est présenté alors qu'il ne voulait pas que le Racing se présente, il n'était pas candidat à la députation, c'est quand la loi a changé en 88 du financement des partis politiques que tout d'un coup le MIM décidait qu'à aller. Comme je connais M. Daniel Marissette, qui est un organisateur hors pair, il a dû simplement flairer qu'il y avait de l'argent récolté pour son mouvement politique, pour son mouvement, hein, pas pour des détournements. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Alors, donc tu es candidat et tu as sorti une petite plateforme dont j'ai pris connaissance, donc 10 propositions de loi à défendre. Alors, ma première question, est-ce que ce sont des propositions de loi à défendre sur la législature, la mandature 2020-2027 qui sont que tu entends proposer sur le plan national, ou est-ce qu'il s'agit de dispositions législatives à appliquer qu'en Martinique? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Forcément. Alors, sur le plan national, j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, il y a un manque d'autorité. Et sur le plan de l'éducation, il y a des difficultés. Donc, on va commencer. Je préfère commencer par l'éducation et finir par l'autorité. L'éducation, pour moi, il faut remettre un certificat d'études, le genre de certificat d'études qui existait pour qu'on ait vraiment validé le français, les mathématiques, entre autres, à la sortie de, je parle à quelqu'un qui est de l'enseignement, à la sortie du cours moyen 2. Il faut absolument qu'on arrive à faire un bilan de connaissances. Un certificat d'études. Je veux un examen. Tu veux un examen? Un examen qui valide ce qu'on a fait au primaire. D'accord. Et d'accord. Deuxièmement, et pour le cas où les enfants concernés ne l'auraient pas obtenu, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas encore là-dessus réfléchi si effectivement on les empêche de passer en 6e. Mais on a nivelé l'éducation nationale par le bas. Tout le monde le sait. On vous donne des bacs, on vous donne des choses comme ça parce qu'il ne faudrait pas mécontenter le mérite républicain. Depuis que la gauche est passée, eh ben non, c'est pas bien. Il faut pas vexer les gens. Il faut donner une tolérance totale. Et le niveau éducationnel baisse. Le niveau de la compréhension en français baisse. Est arrivé le réseau social, donc quand vous faites deux petits icônes ou bien deux petites choses et puis deux petites phrases fétiches clés, t'inquiète, t'es caté, et puis c'est comme ça qu'on fait du français. Donc maintenant, t'inquiète, t'es caté, c'est le français. Donc j'estime que le français ne se réduit pas à t'es caté. Voilà, par exemple, une des propositions qu'on sache que, il faut savoir que c'est l'arrêt de Villers-Cotterêts qui, dans les années, je crois que c'est François Ier, avait fait que la langue française est devenue administrative parce que chaque particularité des régions, et nous encore plus avec le créole, a permis de faire ce qui est devenu la nation française. Donc il faut remettre un petit peu de lien au point de vue éducationnel. Deuxièmement, on n'a pas d'entrepreneurs à la Martinique. Il faut enseigner que c'est pas une chose rébarbative, l'économie, que les gens se passionnent pour savoir comment on fabrique quelque chose. On est un des départements dans lequel la création d'entreprise a toujours été très dynamique. Elle a toujours été très dynamique, mais la chute aussi a été puisque nous avons effectivement un turnover avec un petit marché. Donc il faut quand même si c'est ça, on a quand même, cher Carl, on a quand même beaucoup de personnes qui a priori se dirigent vers la fonction publique qui maintenant est saturée puisqu'on a un taux supérieur à la moyenne nationale de la fonction publique. Et on a surtout beaucoup de personnes, c'est surtout ça, le chômage au RSA, même si ça a baissé, ça a baissé parce que les jeunes sont partis. Ça a baissé de manière mécanique, le chômage, les jeunes sont partis. Donc quand on regarde sur la population active, on s'aperçoit que le chômage a baissé. Et mathématiquement, que les personnes âgées ont augmenté. Donc, a priori, il faut quand même pouvoir sortir des personnes qui sont du RSA en leur donnant une envie de travailler. D'accord? Donc pour moi, c'est l'éducation. Et puis l'autorité qui va de pair avec, moi je crois que quand un jeune arrive aujourd'hui et que il voit que la vie, il y a plus d'argent à gagner dans la drogue
qu'en allant travailler, je parle des jeunes qui sont un petit peu paumés, qui sont déjà borderline, qui n'ont pas forcément des familles, qui ont pu les tenir, parce que la maman elle-même était au RSA et que dans la rue, ils rencontrent des choses faciles. C'est pas toujours que des familles de ce type-là. Je suis bien placé pour le savoir. Donc, par conséquent, la fumette, c'est une maladie qui est arrivée et la fumette entraîne des trafics. Par conséquent, il faut aujourd'hui pouvoir avoir un service militaire. Maintenant, qui reprenne comme avant. C'est Jacques Chirac, militaire de carrière à l'époque, dans les régiments beaux militaires que Mme Chirac avait connus, qui a supprimé le service militaire en 98. Quand je regarde bien, ça correspond finalement à des places de prison qui sont allées en exponentiel, parce que justement, il n'y avait pas le mélange des classes sociales, l'autorité, j'allais presque dire au clairon, au lever du soleil, faire son lit, quand aujourd'hui vous dormez la moitié de la matinée ou toute la matinée, puisque vous avez vendu votre affaire la nuit, etc. Donc par conséquent, je pense qu'il faut remettre le service militaire. Et ça, c'est une service. Non. Partout. Non, partout. C'est une loi et c'est pour ça que je souhaite être avec l'UDI et peut-être les Républicains s'y sont associés en fonction du nombre de parlementaires, puisque un groupe de parlementaires, c'est 15 personnes. Absolument. Si le groupe suffit, je voudrais vraiment que cette parole soit portée par le groupe parlementaire à ce moment-là. Le fait que, par exemple, on a le RSMA, mais c'est des volontaires, c'est ceux qui veulent. Obligatoire. Moi, je veux rendre le service militaire obligatoire. Mais quand c'est obligatoire, il y avait des dispenses et il y avait un tiers seulement d'une classe d'âge, je sais pas, 2 tiers, il faut revoir les statistiques. Mais je pense que, corrélativement, quand on veut construire des places de prison, je préférais qu'on remette les casernes au goût du jour, et donc faire une loi. Vous savez qu'un priori, tu sais, Karl, a priori, un gars qui coûte au service militaire coûte 8 000 € d'après les statistiques que j'ai par an. Un prisonnier coûte 33 000 €. C'est simple. Donc, ça veut dire que si j'ai de 3 fois plus cher me revient un prisonnier. Et en plus de ça, pour le réinsérer après, c'est pas gagné. Donc, par conséquent, et tu penses que c'est un moyen, donc, je vais pas dire que ça empêchera la prison. Un moyen de prévention, non? Oui, c'est un moyen de prévention, mais je vais pas dire que ça va empêcher qu'il y aura toujours de la délinquance. C'est ça, l'homme est ainsi fait. Mais il y aura pas autant de délinquance, qui vient de perte de repères, parce que moi, je considère que l'être humain n'est pas foncièrement mauvais. Mais quand il a perdu ses repères, eh bien voilà, il n'est pas mauvais quand la société sait être à son écoute. Et puis, des lois pour la Martinique, par exemple, les sargasses, le chlordécone. Alors, les sargasses... Alors, justement, quel est ton point de vue sur... Il y a une manifestation prévue à la fin du mois sur cette affaire un probable non-lieu. Pour le chlordécone. Pour la chlordécone. Alors, je ne rentre pas... Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît... Alors, moi, je suis respectueux... équitable, je suis respectueux des lois d'un pays. D'accord? Et donc, par conséquent, s'il y a des lois et qu'il y a des juges et qu'il y a des avocats, bien entendu, les partis de gauche, d'extrême gauche diront toujours la justice coloniale. C'est leur fonds de commerce. Moi, je vais estimer qu'on n'est pas en colonie, puisqu'on a voté la départementalisation en 1946. Je l'aurais dit si on n'avait pas voté la départementalisation. Qui plus est, c'est la gauche qui a voté la départementalisation. Donc, on est français. Pour moi, donc, je suis les lois de la République. Si le juge... ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. Non, mais il y a des lois qui ont une prescription. Lorsque la prescription est finie, si le juge, on a lu le truc, si les associations n'ont pas eu gain de cause pour le moment, malgré tous les recours qu'ils ont portés, c'est que je ne pense pas qu'on soit spécifiquement contre, de dire que nous avons une justice coloniale qui a fait. Alors, donc ça, c'est la justice. Maintenant, sur le plan moral, ça, c'est autre chose. On peut avoir 1 euro symbolique de réparation sur le plan moral pour montrer un tel ont été fautifs. Ça peut même aller sur des réparations de préjudice. Je pense que ça, c'est sur le plan moral. Sur le plan juridique, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge. Je sais simplement que s'il y a des lois de prescription, je ne suis pas partie prenante là-dedans. Par contre, ce que je dis, je vais plus loin. Moi, je voudrais qu'on dépollue. Du chlordécone dans le sang. Je voudrais qu'on dépollue. Alors, il y a maintenant, le gouvernement a fait quand même des efforts, puisque, a priori, vous pouvez aller vous faire analyser le sang et regarder votre chlordécone. Je n'ai pas entendu aujourd'hui des statistiques sur les Martiniquais. Personne ne les pousse à aller. Donc, je ne sais pas combien, je ne sais même pas si Karl est allé regarder s'il a du chlordécone dans le sang. Karl a rendez-vous. Karl a rendez-vous. Mais il ne sait pas encore, et c'est pas aujourd'hui. Bon, donc, il y a des gens qui vont dire que, effectivement, on ne fait pas. On a fait, puisqu'en l'occurrence,
on a le gouvernement, en l'occurrence, Haïtien dit dans les Blancs, a fait au moins que ces tests soient gratuits et qu'on aille dans les laboratoires pour savoir. C'est demandé quand même, ça fait l'objet de demande, nous sommes au 4e plan. Non, mais on est d'accord, mais on est d'accord. Donc, est-ce une forme de réparation ou pas? Je ne vais pas là-dessus sur ce terrain. Moi, ce que je voudrais, c'est être le pharmacien qui soigne, c'est-à-dire curatif. Alors, comment je soigne? Je considère qu'il faut dépolluer les terres. Et donc, il y a là-dessus, vous le savez, on le sait à la Martinique, les bouts d'épuration, des stations d'épuration qu'on appelle les chars, qui ont laissé pleines de promesses pour pouvoir extraire de la terre le chlordécone. Donc moi, ça sera ma réparation. Je voudrais que les générations qui viennent ne mangent pas de chlordécone et je voudrais une loi sur la recherche qui permette de mettre beaucoup d'argent du privé dans la défiscalisation pour la recherche, et puis être un député actif pour qu'il y ait une enveloppe spécifique de la recherche pour ces bouts d'épuration qu'on appelle des chars, qu'on introduit dans la terre pour pouvoir la dépolluer du chlordécone. Moi, voilà ma loi. Concernant les sargasses, on est dans ça, il y a du SH2, de l'oxyde de soufre. Enfin, est-ce que tu ne penses pas que d'autres territoires français, la Bretagne, où il y a des algues vertes, le problème a été traité, et c'est l'État qui s'en charge. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que la distance fait qu'il y a 2 poids 2 mesures? Je n'ai pas ce sentiment de dire qu'à chaque fois c'est l'État. Toute bagaille c'est l'État. Non, mais pour les algues vertes, c'est l'État. Les algues vertes. Alors, je n'ai pas connaissance du dossier breton et je ne sais pas si la collectivité territoriale, en tout cas, on va appeler la grande région Bretagne, maintenant ça dépasse la Bretagne, ils ont d'autres noms de régions, n'a pas elle-même mis des sous, et toi non plus tu ne le sais pas, parce que c'est pas là l'État seulement, il se trouve que la région met des sous, et pour le faire. Donc par conséquent, la CTM peut mettre aussi des sous en disant c'est seulement l'État. Mais là n'est pas le problème. Pour moi, c'est donner les moyens, si l'État en arrivant à la Chambre de l'Assemblée nationale, je verrai avec les collègues députés de la Bretagne, si je suis élu, la possibilité de savoir comment ça a été fait. Mais moi, je considère aujourd'hui qu'il faut aller récolter, et on ne va pas les récolter en mer, les algues vertes. Nous, c'est les récolter en mer. En mer. Donc ça, c'est pas la même loi que l'algue verte, qui, je pense, c'est sur la terre. Nous, c'est en mer qu'il faut aller récolter. Donc il faut des tractopelles, des choses comme ça, qui sont amphibies. Et là-dessus, ces appareils coûtent un certain prix, donc il faut pouvoir défiscaliser. Ensuite, il faut pouvoir avoir des appareils spécifiques au sable pour pouvoir défiscaliser encore, mais surtout faire un partenariat public-privé pour ne pas laisser pourrir dans des endroits de la Martinique. On peut valoriser cette sargasse, soit la brûler, avoir les conditions d'incinération, mais surtout, je l'avais dit lors de la région de 2015 et lors de la CTM de 2015 et de 2021, on peut faire de la poudre de sargasse qu'on peut donner à l'élevage de poissons ou en tout cas de concombres de mer qu'on appelle les holoturies. Et par conséquent, comme nous avons des problèmes avec les pêcheurs, c'est leur donner un moyen supplémentaire d'avoir de l'aquaculture dans cette même loi de dépollution, puisqu'on leur donne une nourriture pour les holoturies, pour les exporter ensuite vers le Japon, puisque c'est les Japonais qui mangent particulièrement les concombres de mer. Alors, une dernière question, parce que notre émission va bientôt se terminer. Tu proposes qu'il y ait un protocole d'accord pour une réintégration à la même des personnels hospitaliers qui ont été suspendus. Est-ce que ça ne vient pas un peu tardivement, cette affaire-là? Moi, je ne suis pas député. Hein. Moi, je ne suis pas député. Donc, c'est le député qui l'ait défendu, notamment mon député du Sud Nilor. Je ne vois pas l'efficacité qu'il a eue, puisque c'est lui qui a dit qu'il fallait pas se vacciner. Je vais pas rentrer dans une polémique là-dessus. D'accord. Je suis pharmacien. J'estime que le vaccin a fait ses preuves dans le monde. Sinon, on aurait eu des tonnes de personnes qui auraient eu des morts à cause d'un vaccin à ARN qui n'était pas formidable. Au départ, puisqu'on ne savait pas, on avait peur de ce que c'était. Deuxièmement, tous les virus, ce type de virus est mutant. Donc on sait très bien qu'il y aurait eu au départ une protection de certaines personnes, mais on sait très bien que la protection diminue à la longue. Par conséquent, une fois que le virus en plus a perdu de son efficacité, Omicron est plus faible, c'est vrai que maintenant, avec le recul, parce qu'il fallait au départ pratiquer dans l'urgence, sous la précipitation, les vaccins ARN donc ont été le bienvenu, même si au départ j'étais moi-même sceptique. Aujourd'hui, je considère que le virus étant diminué, qu'en ayant du recul maintenant sur le fait qu'il est mutant et qu'il a diminué,
il faut absolument discuter avec le gouvernement pour intégrer des aides-soignants qui ne seraient pas vaccinés, mais à l'amiable. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que les incidents qu'il y a eu devant l'hôpital de la Ménard se retrouvent, et aussi bien du vandalisme sur sur l'hôpital lui-même, surtout que sur le personnel de sécurité. Un dernier point, mon cher Philippe. Tu évoques dans la partie dynamique démographique l'immigration contrôlée sur les postes à pourvoir. De quoi il s'agit? Alors, moi, je suis, comme tout le monde, nous sommes des enfants de plusieurs lignées de personnes. Il y avait les Caraïbes, il y a eu les colons blancs, il y a eu les esclaves venus d'Afrique, il y a eu ensuite les Indiens, il y a eu les Chinois, donc moi, je serais carrément pour un repeuplement avec probablement des gens de la Caraïbe. Maintenant, puisque nous avons un problème, je n'ai pas mis que ça comme solution pour la démographie. J'ai parlé des allocations familiales, et j'ai parlé de la formation professionnelle pour laisser les jeunes à la Martinique qui partent. Mais je suis tout à fait pour l'intégration donc d'Haïtiens, de gens de la Dominique, Sainte-Lucie ou autres, peu importe. Mais ceux qui sont les plus francophones sont les Haïtiens, à condition qu'on regarde vraiment les postes à pourvoir et qu'on ne fasse pas... alors pour le moment, il n'y a pas d'immigration, puisqu'il y a des permis de séjour, des permis de travail, des cartes de travail, mais je suis pour qu'on les naturalise. Moi, ça ne me pose pas de problème, d'accord? Ils ont une double nationalité haïtienne et française, ça ne me pose pas de problème, à condition que les postes à pourvoir soient effectivement en adéquation avec leur capacité. Très bien. Bon, eh bien, écoute, Philippe, nous avons pratiquement terminé notre émission. Donc, il ne me reste plus qu'à te remercier nos téléspectateurs, et puis à te souhaiter une bonne campagne, et puis que nos électeurs entendent tes arguments. Je te remercie, Carl, et puis à toi aussi, dans ton nouveau statut de présentateur politique. J'espère que à la suite de ça, tu seras probablement le titulaire de cette chaire. Je fais ça pour le fun. Mais c'est très sympathique et tu connais tes dossiers, et donc par conséquent, je pense que c'est profitable aussi bien aux téléspectateurs qu'à Zouk TV. Je te remercie. Pas de problème. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.